En introduction à notre discussion sur la COP 21, j'aborderai brièvement 4 points. D'abord, un rappel de ce que sont ces sommets. La COP 21, accueillie à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain, en est la 21e édition. Les enjeux particuliers de cette conférence, le point des négociations, enfin, ce que peut être notre rapport de parlementaires à ce vaste débat dans lequel sont étroitement liés objectifs à atteindre et choix de société. Cette COP21 sera donc la 21e réunion des États qui ont signé la Convention climat de Rio en 1992, à partir de laquelle s'est mis en place un processus multilatéral pour faire face collectivement au réchauffement climatique et tenter de mettre en œuvre des politiques globales. Avait alors été adopté l'Agenda 21 par 170 chefs d'État, soit des recommandations touchant à tous les domaines où l'action humaine a des effets sur l'environnement. Les négociations qui vont suivre au fil des sommets auront été marquées par des moments importants, mais plus souvent par des piétinements et des échecs. Au rang des moments importants, il y eut le protocole de Kyoto, André en a parlé tout à l'heure, signé en 1997 lors de la COP 3, qui fut le premier accord international mettant en place des objectifs contraignants et des délais visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans les pays industrialisés. La gestation sera lente puisque ce protocole entrera en vigueur en 2005, dès lors qu'il était nécessaire pour 55 pays représentant au moins 55% des émissions de CO2 le ratifient. Depuis, un certain nombre de pays qui l'avaient ratifié s'en sont désolidarisés, à l'inverse, d'autres l'ont rejoint dans une deuxième phase d'engagement. En revanche, les États-Unis l'ont signé mais pas ratifié, en sont la Chine, celui qu'on appelle l'usine du monde, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud notamment, alors qu'ils sont de gros émetteurs de CO2, mais ils considèrent que s'engager nuirait à leur développement. Le sommet de Copenhague en 2009 fixera l'objectif de contenir le réchauffement climatique à plus de 2 degrés centigrades. À la fin du siècle, il préconisera la mise en place d'un fonds vert pour le climat de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 afin d'aider les pays du Sud à réduire leurs émissions de CO2 et à s'adapter aux impacts du changement climatique. Enfin, c'est à Durban, en 2011, sera lancé un processus de travail ayant pour objectif de définir un nouveau protocole à finaliser et à adopter en 2015, qui comportera les engagements précis des États et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans la perspective d'un réchauffement climatique maintenu sous la barre des 2 degrés centigrades. C'est l'objectif de la COP 21 à Paris. Pour prendre la mesure des enjeux, il faut prendre conscience de l'état des lieux climatiques. De ce point de vue, le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, rendu public en novembre dernier, est éclairant. Il comporte des éléments de confirmation des précédents rapports et des données nouvelles. 4 scénarios sont élaborés et le plus probable est le scénario le plus pessimiste, qui table sur une poursuite des émissions actuelles de gaz à effet de serre et une hausse des températures de 5 degrés. Par les éléments nouveaux, je relève pour aller vite la hausse du niveau des mers pourrait être plus importante que prévu, des événements climatiques extrêmes plus intenses et plus fréquents pour intervenir, c'est ce qu'on vit en ce moment. Depuis 30 ans, chaque décennie a été significativement plus chaude que la précédente. Bref, seul un scénario de réduction des émissions de gaz à effet de serre est en mesure de maintenir la hausse des températures sous le seuil de degrés. Mais c'est un défi de taille car cela implique de réduire le gaz à effet de serre de 10% par décennie. 195 pays se retrouvent à Paris. L'intérêt de lutter contre le réchauffement climatique leur est commun à tous. Pour autant, trouver un accord, se fixer des engagements se révèle extrêmement périlleux. Pour l'instant, il y a quelques semaines seulement de la COP 21, 60 pays sur 195 ont fixé leur engagement pour réduire les gaz à effet de serre et les négociations piétinent.
En réalité, la question du réchauffement climatique est intimement liée à nos modes de production et de consommation. Les pays les plus développés, pour parvenir à leur niveau de développement, ont apporté leur lot au dérèglement climatique. Entre 70 et 80% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait d'une quinzaine d'États membres du G20. Les pays émergents, quant à eux, vivent souvent les exigences environnementales comme des contraintes et des freins à leur développement. Ils goûtent peu les leçons données par les pays développés qui semblent leur dénier le droit à déployer leur potentiel de croissance selon le même mode qui a permis aux pays riches de le devenir. Il existe un bras de fer entre les grands émergents, Chine et Inde, l'Union européenne et les États-Unis. Pour prendre des engagements communs, il nous faudrait un monde de coopération. Or, nous sommes dans un monde de la compétition et de la concurrence. Pour gagner des parts de marché, il faut les arracher à d'autres. Pour vivre l'un un peu mieux, il faut que d'autres vivent moins bien. C'est un mode de production et de développement qui est en cause, fondé sur le dumping social, c'est-à-dire la main-d'œuvre à moindre coût, le productivisme et une consommation énergivore. Les exigences en faveur du climat et l'envahissement des lois du marché dans toutes les activités humaines entrent en contradiction et rendent donc complexes les accords internationaux nécessaires. Tant que nous ne considérerons pas nos modes de développement et de production qui n'ont pas seulement consacré le dumping social, mais aussi le dumping environnemental, que nous ne placerons pas le climat au centre des négociations sur le commerce mondial, nous peinerons à avancer et à trouver des solutions pérennes. En avril dernier, le Conseil économique et social, 16, a rendu public 2 avis. L'un porte sur le bilan des politiques publiques en France depuis 20 ans en matière de climat, l'autre sur la préparation de la COP21. Le 16 est clair. Ce qui continue de freiner la transition après 20 ans de négociations climatiques, c'est le manque de volonté politique à remettre sur le métier l'ensemble du système. Ces négociations sont avant tout économiques et géopolitiques, rappelle l'un des rapporteurs des 2 avis. Or, poursuit-il, elles restent dominées par une vision court-termiste des intérêts incompatibles avec l'enjeu du réchauffement. Aujourd'hui, les négociations butent à la fois sur les réductions proposées et sur le financement de l'engagement pris en 2009 par les pays du Nord à fournir aux pays du Sud 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour leur permettre de lutter contre le réchauffement climatique et de se développer de manière plus propre. Si cette promesse n'est pas tenue, les pays du Sud ne signeront pas d'accord en décembre. Les divergences restent profondes sur de nombreux sujets. Les pays les plus pauvres continuent de réclamer de leur côté une réduction plus ambitieuse des émissions des pays riches pour contenir le réchauffement à 1,5 degré et une meilleure répartition des efforts entre pays riches, pauvres et émergents. Ils se battent aussi pour obtenir des compensations pour les pertes et dommages causés par les changements climatiques. Les problèmes économiques rencontrés en raison des chocs climatiques sont chiffrés aujourd'hui par la Banque mondiale autour de 200 milliards de dollars par an. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'exode de milliers de personnes fuyant la guerre et la barbarie. Mesurons que nous pourrions être demain confrontés à un flux de réfugiés climatiques. Un rapport global estime Global Estimate d'origine norvégienne établissait que 22 millions de personnes avaient dû abandonner leur domicile en 2013 à la suite d'une catastrophe naturelle, soit 3 fois plus que de personnes déplacées à cause d'un conflit. Sur ces 22 millions, 31% ont été déplacés à cause de désastres hydrologiques, inondations, et 69% à cause de catastrophes météorologiques, tempêtes, ouragans, typhons. Selon l'ONU, il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050, c'est dire l'urgence. Dans ces conditions, le succès de la COP21 est impératif, mais on ne peut plus aléatoire. François Hollande ne disait pas autre chose, voici quelques jours, en lançant l'initiative. Il n'y aura pas d'accord à Paris pour lutter contre le dérèglement du climat
si les pays riches ne s'engagent pas à financer les politiques climatiques, disait-il. De ce point de vue, nous avons à faire entendre notre voix de parlementaires communistes et progressistes. Le Fonds vert pour le climat décidé à Copenhague doit mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020. Il a fallu que les pays en développement et les ONG haussent le ton pour que le mouvement s'amorce, mais nous n'avons pas encore atteint la capitalisation initiale prévue de 15 milliards de dollars. 21 pays ont annoncé leur engagement à hauteur de 9,3 milliards de dollars. Cette question constitue un vecteur essentiel de la réussite ou de l'échec du sommet de Paris en décembre prochain. Les États-Unis se sont engagés à verser 3 milliards de dollars, le Japon 1,5 milliard de dollars, le Royaume-Uni 1,1, l'Allemagne et la France 1 milliard chacun. Il y aurait pourtant sur cette question un moyen d'enrayer les inégalités et d'amorcer un nouveau mode de production et de coopération. Il pourrait reposer notamment sur une taxe sur les transactions financières. Elle servirait à financer l'adaptation au changement climatique et l'aide à un développement respectueux de l'environnement. Cette simple mesure changerait l'état des relations internationales. La Commission européenne a estimé que cette taxe pourrait rapporter annuellement entre 24 et 30 milliards d'euros, rien qu'au sein des 11 pays européens qui sont prêts à l'envisager. Un autre dispositif permettrait d'aller dans le même sens, en fondant ces relations commerciales et les échanges sur les conditions de production, en favorisant celles qui respectent les engagements en faveur du climat. L'Union européenne aurait un rôle à jouer en ce domaine. Il y a nécessité de lutter contre le dumping social, ressort essentiel de la concurrence libre et non faussée, mais aussi contre le moins-disant environnemental qui conduit à produire dans les pires conditions du dérèglement climatique. Posons la question, déjà au niveau européen, de la condition des règles environnementales dans les échanges au sein de l'UE, mais au-delà, comme condition de l'entrée sur le marché européen des produits internationaux hors UE. Non, ce n'est pas du protectionnisme, c'est du respect de l'environnement et de l'avenir de l'humanité qu'il s'agit. Ainsi, nous tirons vers le haut la poursuite du développement de la civilisation. D'autres thèmes sont à aborder, je pense à celui des transports, afin de tourner le dos au choix du tout routier, tout en matière de marchandises que de voyageurs, en faveur du ferroviaire. On voit ce que vient faire la loi Macron, alors qu'on se gargarise sur la COP21 et la volonté de réussir. Mais il y a encore bien d'autres sujets sur lesquels on pourrait donc débattre. Et je pense que notre discussion ne manquera pas de les aborder. Merci.